Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro des Infiltrés. Ce soir encore, nos journalistes auront vos yeux et vos oreilles. Ils vont vous emmener derrière des portes qui restent habituellement closes, celles des mouvements sectaires et d'une manière générale des gourous et des manipulateurs. Ceux qu'on connaît et ceux qu'on connaît moins. Au-delà du folklore ou de la supercherie, c'est l'univers de l'embrigadement ou de la suggestion qui va s'ouvrir à vous. Alors il y a les organisations dont vous avez entendu parler, Raël par exemple, dont les membres croient aux extraterrestres que le gourou aurait rencontrés. Comment devient-on raélien? Comment se déroulent les premières rencontres? Que fait-on dans les séances de méditation sensuelle, comme disent les adeptes? Eh bien tout cela, nos infiltrés l'ont vécu, mais il y a également des techniques de manipulation plus récentes, moins connues, pas forcément reliées à une organisation, mais plus stupéfiantes encore. Vous allez le comprendre également, certains charlatans d'apparence tout à fait crédible peuvent vous fabriquer de faux souvenirs qui vont vous isoler, détruire vos familles. Voilà, les années passent, on en parle, mais toutes ces dérives perdurent. 1000 questions se posent, nos invités sont là pour y répondre tout à l'heure. D'abord ce voyage, ce parcours parmi ces gourous qui nous manipulent. Voici cette enquête. Manipulés, isolés, escroqués. En France, plusieurs centaines de milliers de personnes seraient sous l'emprise des sectes. Pour mener son enquête, l'une de nos journalistes s'est infiltrée au sein de plusieurs mouvements à caractère sectaire. Merci Elohim de m'avoir créé à votre image. Déstabilisation mentale, traitement douteux à prix exorbitant, ces nombreuses dérives toucheraient de plein fouet le monde de la santé, leur cible principale, les enfants. Elle est entourée de doré, votre fille. Elle a une couleur dorée tout le temps. Ah oui, on a les visibles, votre fille. Plus troublant encore, ces thérapeutes qui inventent de faux traumatismes soi-disant vécus dans l'enfance, c'est le nouveau phénomène des faux souvenirs induits. Il y a un viol dans ce moule. Est-ce lui, mon grand-père? Ça me terrifie de le savoir, je ne veux pas. Des psychothérapies sauvages aux conséquences souvent désastreuses. Cette thérapeute a brisé notre vie de famille et notre vie est vide de sens. Des témoignages d'anciens adeptes, des affaires médiatiques, des procès. Après plusieurs semaines d'enquête, un mouvement sectaire retient plus particulièrement mon attention. Il s'agit du mouvement raélien qui combine spiritualité, science et sexe. Son prophète est Claude Vorillon, alias Raël. Sur leur site, je trouve leurs coordonnées. Après quelques échanges de mails, mon contact, Véronique, me propose de participer à un débat philosophique. Ce soir, j'ai rendez-vous avec quelques membres du mouvement raélien pour dîner dans un café parisien. À bord de notre véhicule, le reste de l'équipe se positionne discrètement en face du restaurant. Équipé d'une caméra dissimulée, un autre journaliste est déjà à l'intérieur du café. Avec lui, nous allons nous infiltrer. Au premier étage, dans une salle à l'écart du bruit, je retrouve celle qui m'a invitée, Véronique. En face de nous, le maître de cérémonie se présente. À son cou, un étrange collier, l'insigne du mouvement. Je suis guide raélien, professionnellement je travaille dans la finance. Je suis là avec plaisir pour discuter avec vous ce soir sur cette société qui est en train de bouger, de changer, de muter. Je suis un participant actif à la mutation. Voilà. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je m'appelle Stéphanie Bertrand. Comme tout le monde, nous nous présentons. Avec vous ce soir. Bonsoir, c'est Laurent. Je suis pas raélien du tout. Et j'ai pas le même collier que vous encore. Et vous avez tous le même collier. Bien encore. Depuis 1992. Je suis raélien. Autour de la table, des adeptes venus d'horizons très différents. Je suis juriste d'affaires dans la finance. Je ne suis pas raélien, mais vous pouvez me compter comme un sympathisant. Je suis la compagne. Je travaille aussi dans la finance. Je suis raélienne depuis 1991. Des anciens, des nouveaux. En face de nous, les membres les plus actifs du mouvement,
comme cet adepte chargé du lobbying. Nous avons des actions de relations extérieures, on va dire, pour influencer les hommes politiques, les économistes, pour prendre la meilleure image du mouvement raélien. Pour eux, la société va mal. Mais les Raéliens disent avoir des solutions. On est dans un monde qui est difficile, qui est douloureux, pour même dire où les gens souffrent énormément, de plus en plus. Il y a une souffrance qui est là, qui est terrible. Nous avons dans le contenu des messages des solutions qui sont apportées par les créateurs de l'humanité, puisque dans le cadre du mouvement raélien, notre philosophie annonce que nous avons été créés, donc tant pis pour les gens qui sont évolutionnistes, par des hommes, tant pis pour les gens qui sont déistes, mais nous avons bel et bien été créés par des êtres qui sont du ciel. Raël, c'est lui, Claude Vorillon. Ils ont fabriqué toute vie sur la Terre. Il a été chanteur, mais aussi responsable d'un magazine automobile et dit avoir rencontré des extraterrestres. Le 13 décembre 1973, il aurait reçu un message des Elohim, lui demandant de construire une ambassade pour les recevoir et diffuser leur message. Savoir création de la vie en laboratoire, clonage et voyage dans l'espace. Ce soir, les adeptes disent ne pas faire partie d'une secte et ne pas être dangereux. Véronique tente de nous rassurer. On a une vie normale, on paye nos impôts. On n'a pas de vie de culte particulier, on n'est pas enfermé, nous on n'a pas d'armes, on ne tue personne, on est pour l'amour et la non-violence. Après 1 heure de dîner, pour nous convaincre un peu plus, il nous est proposé d'acheter les ouvrages du prophète. La base de l'apprentissage, pour 18 €. Ça, c'est la base. Ça se lit bien. Oui, mais en même temps, je lis le texte, c'est comme ça, parce qu'ils n'ont pas compris en fait que l'humanité... Sérieux? Ah oui. Des milliers d'adeptes dans le monde, mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, que le mouvement a pris de l'ampleur. Nous avons pu rencontrer des anciens adeptes. Eux aussi ont commencé par lire les livres de Raël. Dans ses livres, Claude Vorillon amenait une façon de vivre la liberté qui correspondait pour moi à un absolu. Depuis l'âge de 5 ans, j'avais le fantasme de voir une soucoupe volante atterrir devant chez moi. Alors pour moi, quand j'ai découvert les livres de Raël à l'âge de 14 ans, ça a tout rejoint ensemble, mon aspect extraterrestre, scientifique et religieux. Comme les autres membres du groupe, Éric Lamarche et Claire Lavoie ont pensé avoir été choisis par les Elohim, les élus. On finit par se prendre pour des personnes vraiment exceptionnelles. Là. On est les choisis, nous, quand les extraterrestres vont venir sur la Terre, ils vont nous amener, nous, là, on sera sauvés de l'apocalypse. Hey, c'est pas rien. Hey? Alors, on est tout puissant. Retour à Paris. Première réunion et on me parle déjà d'argent. La discussion tourne autour du financement du mouvement. Vente de livres, de cassettes ou cotisations, il faut mettre la main au portefeuille. Quoi qu'il arrive, on doit donner 10% de ses revenus, 10%. Depuis plus de 30 ans, les Raéliens cotisent notamment pour une ambassade qui permettrait d'accueillir les extraterrestres. Coût du projet, 30 millions d'euros. Aujourd'hui, seule la maquette existe. L'édifice n'a toujours pas vu le jour. Raël fait la fausse publicité de vouloir construire une ambassade et par ce moyen soutire de l'argent à ses victimes. Et par la suite, on n'a aucun recours. C'est comme, on s'est fait flouer. Selon ses anciens membres, Raël semblerait avoir un seul objectif. Abuser de la crédulité de ses adeptes et s'enrichir sur leur dos. Quelques jours après mon premier rendez-vous, je m'équipe de nouveau d'une caméra dissimulée car Véronique a souhaité me revoir. Ce soir, je suis invitée à dîner chez elle en compagnie d'autres adeptes. J'espère en apprendre un peu plus. On m'a parlé d'argent au premier rendez-vous. Aujourd'hui, on va me parler de sexe. Merci. Oui, bien sûr. On a commencé.
Bonsoir. Après les livres, l'étape suivante dans l'apprentissage, la méditation sensuelle. Assis à ma droite, le guide que j'avais rencontré m'explique comment ça se passe. Une méditation sensuelle, elle peut commencer comme ça, tu sais. Attends. Ouais. Je laisse. Je sens ce que c'est. Je sens mes pieds. Puis prendre le temps de vraiment sentir les sensations. Aucun endroit du corps n'est tabou. Les cuisses, le sexe, les fesses, l'anus, toutes nos parties qui sont mouvantes, qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas suffisamment, le bas du ventre. Et on fait venir la vague de chaleur qui remonte jusqu'ici au plexus solaire. Et là, tu vas toucher bien le sol. Tu vas faire corps avec la planète. Touche la planète, ressens-la. Tu vas t'apercevoir avec un petit peu d'entraînement que tu vas la sentir tourner. Tu tournes avec. Tu vois. Là, je sens le mouvement. La terre bouge, elle tourne. Pour découvrir cette méditation, Véronique me propose d'être initiée à mon tour. Et l'idéal serait de participer à un stage. Des stages plutôt surprenants. Quand tu vois 500 personnes qui n'arrêtent pas de se toucher, de se serrer dans les bras, à un moment donné, tu as un choc, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Pourquoi? Puis à la limite, tu sais même pas qui avec qui, quoi. On n'a pas peur de toucher la personne, on n'a pas peur de s'étreindre quand on a envie de s'étreindre. Il y a de l'amour qui passe, quoi. Il y a de l'amour qui passe. Et des fois, c'est dangereux parce que tu es là, c'est fini, bon, tout le monde va se rasseoir et toi tu es là. Dans le mouvement, aucun interdit, aucun tabou. Tout est ouvert. La sexualité, c'est la vie de tous les jours, les gens qui se rencontrent. Ouais. S'ils veulent se rencontrer, je dirais solo avec leurs mains, ben, la masturbation, c'est très bon. Et puis s'ils ont envie de faire, donc, comme tu dis, de la scrapuleuse à 10, 15, 20, pourquoi pas, ils le font et c'est merveilleux aussi pour eux. Non, c'est jamais qui remercie dans ces moments-là. C'est bien, mais tu dis merci à tout le monde. Tu dis merci. Sexualité libérée, échange de partenaires ou éveil sensoriel, des arguments souvent séduisants pour convaincre de nouveaux adhérents. Une réalité pourtant bien sombre lorsque Raël mêle les enfants à l'éveil du corps, comme dans son ouvrage « Les messages donnés par les extraterrestres ». Ne rien dire à ses enfants au sujet du sexe, c'est mal. Leur expliquer à quoi ça sert, c'est mieux, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut leur expliquer comment ils peuvent s'en servir pour en retirer du plaisir. Une prose ambiguë, sûrement mal interprétée par certains individus. Dans les années 80, Jean-Denis Saint-Cyr, l'ancien bras droit de Raël, dit avoir constaté certaines dérives du mouvement envers de jeunes enfants. La philosophie de Raël portait à penser qu'on pouvait se permettre d'enseigner la méditation sensuelle, mais aussi la méditation sexuelle à des jeunes. Il y a même des personnes qui ont offert leur jeune fille, par exemple. Moi, ça m'a été offert. À l'époque, ces initiateurs sexuels portaient le nom d'éveilleurs. Parmi certains guides qui ont abusé de ce titre d'éveilleur pour avoir des relations pédophiliques. Et parfois, ça dérape. En 1997, 2 Raéliens sont condamnés à 5 ans de prison, dont 3 ans ferme par la cour d'assises du Vaucluse. Reconnus d'agression sexuelle, ils sont accusés de viol sur mineur de 11 ans. Quelques semaines plus tard, mon infiltration continue. Véronique m'a invité à participer à un stage de méditation sensuelle. C'est en compagnie d'un autre journaliste, Laurent, que je vais m'y rendre. Ce sera pour nous l'occasion de nous inscrire au grand stage d'été en Slovénie et de peut-être pouvoir rencontrer Raël. Dans une salle de séminaire aux allures de chapelle, une vingtaine d'adeptes sont présents. Laurent, bonjour. Bonjour et bienvenue à tous. Vous inspirez la vie, vous expirez la mort. Pendant une vingtaine de minutes, des mots, des images, toutes les parties du corps sont sollicitées. Le plus confortablement possible, vous pouvez imaginer comme un liquide bleu, lumineux, qui remonte aussi le long de vos jambes. Chaud, agréable.
cette chaleur qui pénètre jusqu'au haut des cuisses, le périnée. De plus en plus fort, de plus en plus profondément. Vous ressentez votre anus, vous ressentez votre sexe, qui est chaud, qui vous apporte tant de plaisir. Vous la sentez de plus en plus forte, de plus en plus agréable. Jacques est allé chercher chez Raël ce qu'il ne trouvait plus dans l'église catholique. Il se souvient d'avoir été convaincu immédiatement. J'étais à l'église, je voyais le prêtre qui levait. Alors oui, toi ça va pas te marquer, parce que moi j'étais marqué très fort de ça. Qui lève l'hostie, puis qui dit ceci est mon corps, ceci est le corps de Dieu aimé. Tiens, il y a d'autres personnes qui sont là, qui ont l'air intelligentes, qui croient ça, mais mon intelligence ne peut pas croire ça. Pour moi, ça rendait, j'allais dire, scientifique, cohérent, intelligent, ce que j'avais cru dans l'Église catholique, dans la Bible, mais qui ne satisfaisait plus du tout mon intelligence. Sur les tapis, nouvelle rencontre. Paul est adepte depuis plusieurs années. Fan de méditation, il nous en vante les mérites. C'est complètement dérivé des techniques de méditation tibétaine. Et c'est très sérénisant. Paul dit être un médecin, ophtalmologiste. Il exercerait aux États-Unis, faute de le pouvoir en France, car selon lui, il aurait été radié par le Conseil de l'Ordre. Pourquoi il t'empêche de travailler? Parce que je suis raélien. Ah, il est ça, Est-ce vraiment parce qu'il est raélien ou plutôt parce qu'il a fait du prosélytisme dans le cadre professionnel? Paul affirme se servir de la méditation pour des opérations délicates. Remplacer l'anesthésie générale par la méditation. Ah, ça doit faire mal, non? Non. On a fait des greffes de décollement, des décollements ambulatoires, comme ça. Les patients repartaient 2 heures après chez eux, sans anesthésie générale, sans hospitalisation. C'est toujours pas reçu en France. Mais ça doit faire très mal, non? Pas du tout. Vous vous concentrez sur le fait de vous concentrer sur lui. Méditation, lecture, transe, durant toute la journée, les exercices se succèdent. Comme cet exercice visuel sur le symbole du mouvement. Et regardez donc le symbole. Il produit des ondes de forme qui harmonisent le corps et l'esprit. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pouvez voir qu'il est gravé dans votre cerveau. À force de faire et de refaire ces exercices, certains adeptes finissent même par avoir des hallucinations. Quand tu fais le Aum d'un certain temps, moi je me souviens l'avoir fait. J'avais fait régulièrement pendant 15 jours, 10 minutes par jour. Ouais. Et à un moment donné, j'ai vu le symbole qui était dans mon... Qui apparaissait. Oui, alors que j'avais jamais fait l'exercice du symbole. Ah ouais. Alors tous les temps de discussion et tout, c'est du temps de massage en moins. Le stage se poursuit avec un exercice très attendu, le fameux massage, ultime séance de mise en condition, un apprentissage essentiel. Vous fermez les yeux et vous vous préparez à être bientôt touché. Donc, chacun choisit son partenaire. Vous prenez toujours les orteils et vous commencez. Et vous pouvez y aller carrément, malaxer les fesses si vous voulez. Et donc, maintenant, vous allez arriver directement au haut des fesses. Alors, ce massage est technique, mais avec beaucoup de sensualité. La personne qui reçoit le massage attend cette sensualité, cette connivence, cette complicité. Pour Claire, ancienne adepte, cet exercice de méditation sensuelle n'est qu'une technique de manipulation. On nous amène dans un état de détente qui est tel que c'est là où la manipulation entre en jeu. C'est à ce moment-là, au moment où on est le plus ouvert, le plus disponible, où là on nous amène en contact avec les Elohim et tout ça, et c'est là où le travail de manipulation joue. Là. Le massage terminé, les adeptes enchaînent prière et lecture des messages des créateurs. Merci Elohim de m'avoir créé à votre image.
Afin d'accueillir les Elohim en 2035, Raël a créé l'Ordre des Anges. Ce ne sont que des femmes. Toutes sont à son service. C'est au cours de stages comme celui-ci que le mouvement les recrute. Véronique est l'une de ces anges. On la reconnaît aux plumes blanches qu'elle porte avec fierté autour du cou. Pour être ange, la seule condition, c'est que dans l'année qui suit, tu as l'obligation de rentrer dans la structure. Et tu es ange? Oui. Oui. J'ai pris un petit peu de réflexion. Il te parle vraiment d'un engagement où tu peux aller jusqu'à donner sa vie pour sauver le prophète. Si tu as conscience de ton engagement, je veux dire, si on me dit demain, on t'attend, je sais pas, aux États-Unis, lâche ton travail, lâche tout, qu'est-ce que tu fais quand? Pour satisfaire ses besoins personnels, Raël a créé un autre ordre à l'intérieur des anges, celui des cordons dorés. Mais là, le contrat n'est pas le même. Être un cordon doré veut dire être prête à être au service des Elohim et des prophètes sans aucune restriction, incluant la sexualité. Et vous dévouez totalement à aimer les Elohim et les prophètes, même être prête à donner votre vie. Les cordons dorés signent un contrat qui stipule qu'elles n'ont pas de refuser les avances sexuelles de Raël. Ça vous choque? Bien, évidemment que c'est choquant de voir des personnes soumises à ce point envers un escroc et envers un manipulateur de premier ordre. C'est ça qui a fait ma révolte un peu aussi. C'est de constater comment que les gens et moi-même, de mon côté, comment j'étais soumis à cette personne-là, que j'étais prête à donner ma vie à cet individu. Et quand tu te rends compte, quand tu vois son vrai visage, le vrai visage de Claude Vorillion, je veux dire, t'as le goût de devenir malade, là. Jean-Denis Saint-Cyr, ancien bras droit, confident et ami intime de Raël, a lui aussi été dupé par le prophète. Après 17 années passées dans le mouvement, tout s'est interrompu le jour où le gourou lui aurait fait un terrible aveu. C'est un secret entre lui et moi. « 18 ans plus tard, la douleur est toujours présente. Difficile pour Jean-Denis de parler de ce grand secret. Il m'a dit qu'au sujet des extraterrestres, il dit qu'il faut oublier ça. Je n'ai jamais rencontré d'extraterrestres. Donc forcément, je peux dire d'emblée que c'est un imposteur. Le week-end de méditation se termine. Nous allons quitter les lieux. En partant, nous nous inscrivons pour le stage d'été des Raéliens pour y poursuivre notre enquête. Et pour préparer le stage, les Raéliens m'envoient de nombreux mails. L'un d'eux attire mon attention. On me demande de prévoir dans mes bagages un tapis de sol et une petite glace. Une petite glace. En fait, à l'aide d'un miroir, les Raéliens demandent à chacun de leurs adeptes d'apprendre à observer les parties, dirons-nous, les plus intimes de notre corps durant les séances de méditation sensuelle. Comme prévu 2 mois plus tard, notre enquête continue direction Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Mais à peine arrivés sur le lieu du stage, nous sommes démasqués par les services de sécurité du prophète. Ils ont découvert notre identité, c'est fini pour nous. Infiltré à plusieurs reprises par le passé, le mouvement semble être devenu un peu plus méfiant aujourd'hui. Fiers de leur prise, le service de presse de Raël met immédiatement en ligne l'information et nos vrais faux passeports avec. Aujourd'hui, d'après le rapport de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, la Miviludes, les mouvements qui montent seraient de moins en moins attachés à la figure d'un maître et de plus en plus à une thérapie délirante. Paris, Salon Zen 2008. Vitrine de toutes les thérapies alternatives et royaume des médecines parallèles, un marché en plein essor. J'ai mis au point cette fontaine pour capter des fréquences cosmiques qui passent par la ionosphère et qui vont être mises sur le réseau solaire. Soins énergétiques, kinésiologie, naturopathie ou massage, aujourd'hui le bien-être est à la mode. Le Salon Zen, un réseau qui brasse une multitude de techniques et où l'on rencontrerait parfois des charlatans.
Pour en savoir un peu plus, nous y sommes rentrés en caméra cachée. J'ai la certitude intérieure que toutes les maladies sont guérissables. Donc par exemple, le sida, on peut le soigner? Bien sûr, bien sûr. Moi, quand des personnes, des cancéreux viennent me voir, déjà, la première question, je leur dis, mais est-ce que vous voulez vivre ou est-ce que vous voulez mourir? En 2008, selon de nombreux rapports officiels, c'est dans le domaine de la santé que les dérives sectaires seraient les plus nombreuses. Certains mouvements surfent sur un nouveau marché, celui des enfants. C'est le cas du mouvement Crillon. Son fondateur est américain, il s'appelle Lee Carroll, il est à l'origine de la théorie des enfants indigos. Leur cible privilégiée, les enfants qui souffrent d'hyperactivité, de dyslexie ou en échec scolaire. Selon le mouvement Crillon, à y regarder de plus près, ces enfants seraient auréolés d'un halo bleu. Ces êtres suprêmes, disent-ils, sont venus sur Terre pour changer le monde. Alors, le mouvement propose sa thérapie pour traiter ces enfants, mais aussi les parents. Des thérapies souvent délirantes, aux conséquences parfois dramatiques. Nous avons rencontré l'une de ces nombreuses victimes. Selon Jacques, son épouse, adepte du mouvement, aurait tenté d'embrigader leur fils, atteint de dyslexie, en le présentant à des membres de Crillon. Mon fils m'a dit un jour que maman, elle a des problèmes parce qu'il dit que je suis un extraterrestre. Convaincue par les thérapeutes du mouvement de disposer de pouvoirs extraordinaires, l'épouse de Jacques affirmait qu'elle pouvait soigner leur enfant dyslexique. J'avais appris que mon enfant était indigo par la bouche de ma femme. Elle parlait à mon fils, elle lui disait que « T'inquiète pas mon fils, je vais te soigner, je vais te sortir de tes problèmes d'école parce que tu es un enfant suprême, un être suprême qui est envoyé par Crillon et tu auras beaucoup de pouvoir, tu auras comme moi beaucoup de pouvoir et tu sortiras de tous tes problèmes. » Pour soigner le petit qui est dyslexique, par la suite, elle le soignait par l'énergie. Elle caressait l'enfant de la tête aux pieds, toujours en imposant sa main à 20 cm du corps pour faire dégager la mauvaise énergie et puis lui redonner la bonne. Plus grave encore, la femme de Jacques pensait aussi pouvoir soigner les maladies graves. Elle n'avait pas peur de dire aux yeux de tout le monde comme quoi elle peut soigner le cancer et puis le sida, surtout le cancer. La maman est même allée jusqu'à vouloir déscolariser leur enfant. Quelque temps plus tard, le couple se déchire et se sépare. Aujourd'hui, Jacques n'a plus de maison et sa femme l'a quitté. Du jour au lendemain, sans savoir pourquoi. Si, je sais pourquoi, parce qu'elle a choisi davantage aller voir ces gens-là que de vivre avec sa famille, de casser sa famille pour ces gens-là. J'en veux à tous ces praticiens là qui vous vendent du vent, qui vous donnent de l'espoir que vous serez guéris avec leur saloperie. Le mouvement de l'Archange Crillon est aujourd'hui un vaste réseau commercial. À l'époque, Jacques et sa femme auraient donné plus de 5 000 € au mouvement. L'Archange Crillon semblerait être l'archange du marketing. Ils sont très dangereux parce qu'ils brisent des familles, ils prennent de l'argent aux pauvres gens qui n'ont pas d'argent, ils sont sans scrupules. Ce sont des gens très dangereux. Pour en savoir un peu plus, je suis allée à la rencontre de la thérapeute qui a suivi la femme et l'enfant de Jacques. Bonjour madame, merci, au revoir. Pour prendre rendez-vous avec elle, je prétexte l'histoire d'une enfant qui serait hyperactive. J'invente l'existence de Noémie, 7 ans. Pour cela, j'emprunte la photo de la fille d'une collègue. Cet enfant n'a aucun problème d'hyperactivité. Mais ça, la thérapeute ne le sait pas. Et pourtant... Elle est entourée de doré, la fille. Elle a une couleur dorée tout autour. Moi, je vois rien. Vous voyez rien? Non. Ben, c'est doré. Elle a quelque chose de posé sur la tête, c'est tout doré. Qu'est-ce que vous ressentez? Je vois un ange. Qu'est-ce que vous Elle voit dans l'invisible. Elle voit dans l'invisible? Ah oui, elle voit dans l'invisible, votre fille. Pas d'aura bleue cette fois-ci, mais dorée. J'apprends qu'il n'y a pas que des enfants indigos. Cette petite fille serait une enfant cristal, la nouvelle génération des enfants indigos.
Et qu'est-ce qui différencie les enfants indigo des enfants cristal? Ils viennent pas des mêmes endroits, des mêmes sphères, donc ils ont un rôle différent. L'enfant indigo vient casser. L'enfant cristal, il vient harmoniser. J'aimerais savoir ce que c'est en fait. C'est un enfant cristal. Vivez-le avec votre fille. C'est elle qui va vous faire découvrir ce que c'est. Mais comment vous avez fait pour le voir? Moi j'ai fait, mais comment j'ai fait? Que c'est une guidance. Si ma fille est une enfant cristal, le suis-je également? Pour le savoir, je vais faire une séance d'aura-thérapie. La thérapeute me demande de poser ma main sur ce boîtier noir, à gauche de l'ordinateur. Vous touchez bien les capteurs, sans appuyer. À l'aide d'un logiciel, elle va me faire une lecture, dit-elle, de mon aura. Pour cela, vous allez fermer les yeux. Alors voilà votre champ magnétique. Il y a de très belles couleurs, la couleur orangée, qui est une couleur, si vous voulez, qui appartient à des plans supérieurs. Vous avez beaucoup de dons à l'intérieur de vous. De toute façon, c'est pas par hasard si votre fille elle vous a choisi. Vous pensez que ma fille a la même aura que moi? Je pense. Est-ce que je suis enfant indigo, moi? Je dirais pas ça. Je dirais que vous êtes futuriste. Vous avez des dons de médium. Ah bon? Oui. Bonne nouvelle, comme l'épouse de Jacques, j'aurai donc des pouvoirs. Mauvaise nouvelle, il va falloir que je suive une thérapie. Vous avez des possibilités, des grandes possibilités, mais avant toute chose, il faut faire un travail émotionnel. Donc il faut faire un nettoyage, il faut faire de l'harmonisation, il faut faire de la compréhension de vous. Et la PNL, ça va vous faire un pas immense, comprenez? Impossible d'en savoir plus. Je vous ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de choses. Peut-être que la prochaine fois, on va bien plus. Apparemment, il faudra revenir pour d'autres séances. Voilà. Merci. Je vous dois combien? C'est 65 € la lecture. D'accord. 65 € la lecture d'aura, 20 € le livre dédicacé, recruter de nouveaux adeptes, remplir son cabinet et vider mon portefeuille. La méthode est efficace. 85. À Paris, l'une de ces thérapeutes a même pignon sur rue et tient régulièrement des conférences publiques. Pour en savoir un peu plus, j'ai pris rendez-vous avec elle. Bonsoir. Bienvenue. Je vous remercie. Toujours munie des photos de Noémie, là aussi je vais prétendre qu'elle est hyperactive. Je vous ai emmené des photos. D'accord. Voilà. Oui, effectivement. Un petit ange, mais tu vous en fais voir de temps en temps. Pourquoi vous me dites effectivement? Parce que quand je vois son regard et sa manière d'être, je vois quel genre d'enfant elle peut être. C'est vrai? Oui. C'est-à-dire? Si vous voulez, pour moi, c'est clair qu'elle fait partie de tous ces enfants, que moi j'appelle les enfants actuels. Non? Enfant actuel, si le terme a changé, en revanche, le principe est toujours le même. La thérapeute a juste modernisé le concept. Ah oui. Quelle est la différence entre ce que vous appelez enfants actuels et les enfants indigo? Je ne renie pas du tout le terme indigo, sauf que les enfants actuels, ça va plus loin. Moi, je me démarque parce qu'il y a d'autres couleurs qui sont apparues dans l'aura des enfants. Les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, les enfants diamants. Moi, j'ai fait un package de tout ça, en parlant d'enfants actuels, de façon à être dans quelque chose de concret, dans quelque chose de pratique, que ça puisse donner des outils pour accompagner ces enfants. Là encore, la méthode est toujours la même. On me propose encore une fois une thérapie. Combien je vous dois? 65. Je vous remercie en tout cas. Avant de partir, elle me propose de me rendre à une conférence qu'elle anime sur le sujet des enfants actuels. Quelques semaines plus tard, je vais à cette fameuse conférence. Bonjour. C'est la thérapeute elle-même qui me reçoit. Une conférence payante. Je dois débourser 15 €. Pas trop tard, merci.
Dans la salle, une vingtaine de personnes, surtout des mamans et leurs enfants, venus assister à l'expertise de la thérapeute. Et pour les enfants indigos. D'accord, ils ont cette aura, mais qui ils sont comme enfants? Quelles sont leurs caractéristiques, quelles sont leurs compétences, comment ils fonctionnent et comment les accompagner? Autant de questions auxquelles elle va répondre ce soir. Mais elle va plus loin. Devant l'Assemblée, elle s'attaque au système scolaire qui, selon elle, n'est pas adapté à ces enfants très différents. Parce que la collectivité, ils n'aiment pas du tout. En plus, il y a un adulte qui va imposer des règles, mais qui en général ne les explique pas. Alors après, on arrive à l'école, et là c'est là où les gros soucis vont commencer. Les instituts de maternelle, elles n'avaient déjà pas les outils, et en plus avec ces enfants-là, elles ont encore moins les outils, et elles n'ont pas le mode d'emploi. Donc elles sont complètement dépassées par des enfants qu'elles ne comprennent plus. Et on en arrive à l'heure actuelle à des limites maltraitances de la part de certains enseignants. Dans la salle, les parents y vont de leur expérience. J'avais envie de répondre aussi que l'école n'est pas non plus une nécessité. Elle n'est pas obligatoire. Alors, l'école n'est pas obligatoire. Moi, je connais un institut, ces 5 enfants ne sont jamais allés à l'école. Alors que lui, il gagne sa vie, on est dans l'institut. Fin de la conférence. Je retrouve la thérapeute qui vend stages et livres. À l'écart, je lui pose une question, toujours au sujet de ma fille Noémie. J'aimerais connaître son opinion sur un point abordé lors de la conférence, la médicalisation des enfants hyperactifs. La thérapeute rejette les traitements classiques, mais ne m'en dira pas plus. Elle sait que son activité est surveillée et préfère rester discrète. Il faut complètement travailler dans l'ombre, discrètement, et puis faire ce qu'on a à faire tranquillement, et puis basta. Le rapport 2007 de la mission gouvernementale qui lutte contre les dérives sectaires pointe du doigt une nouvelle pratique, les faux souvenirs induits. Un phénomène très inquiétant. Le faux souvenir induit résulte de techniques d'autosuggestion. En clair, le praticien manipule la mémoire et suggère à son patient qu'il a été victime d'agressions sexuelles ou de maltraitance dans son enfance. Je contacte une thérapeute réputée pour pratiquer ce genre de manipulation. Pour obtenir un rendez-vous, je lui dis souffrir d'un problème d'ordre sexuel. J'aimerais bien savoir d'où ça vient, pourquoi ce blocage, pourquoi les choses ne vont pas à ce niveau-là. Entendu, donc à la gare le 19 à 17h. Je vous remercie, madame. Direction une ville moyenne de province. La thérapeute reçoit chez elle. Ici, pas de plaque. Apparemment, la praticienne travaille en toute discrétion. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Des problèmes de sexualité? Voilà. Je suis incapable de conserver un homme. Baisse de désir, problèmes intimes, rejet de l'autre. La thérapeute me donne une première explication. Le dégoût, ça ne surgit pas du néant. Hein? Le dégoût, c'est lié à des souvenirs dégoûtants. En général, ils ont été refoulés, bien refoulés. C'est-à-dire, Ça veut dire que vous avez été en contact avec la sexualité d'un adulte ou d'un adolescent plus âgé que vous pendant votre enfance ou votre adolescence. Qui vous a fait des choses que vous avez trouvées dégoûtantes, tellement dégoûtantes que vous avez tout oublié apparemment. Je m'en souviendrai. À peine 2 minutes d'entretien et déjà cette thérapeute me parle d'une agression dont j'aurais été victime durant mon enfance. Et comme je n'en ai aucun souvenir, elle en profite et va plus loin. Vous pensez à quoi? Moi je pense que... C'est pas que je pense d'ailleurs, c'est que je sais, pour avoir travaillé sur cette question depuis les années 80, quand on subit un choc très grave, un des modes de défense, une façon de se protéger psychiquement, c'est de tout oublier. Selon la thérapeute, l'auteur de cette agression serait même l'un de mes proches. Pourtant, je lui dis n'en avoir aucun souvenir.
Rien de plus normal selon elle. Le psychisme fabrique ce refoulement en général parce que ça implique une personne proche. Un ami de la famille ou quelqu'un de la famille. 20 petites minutes auront suffi à la thérapeute pour m'inventer de faux souvenirs et pas des moindres. Mais ce n'est pas tout. Elle dit être en mesure d'identifier précisément cet agresseur. Première étape, la praticienne me demande de lui raconter quelques-uns de mes plus vieux souvenirs. Je vais lui relater un vrai cauchemar que je faisais dans mon enfance. Le seul souvenir que j'ai, en fait c'est pas un souvenir, c'est un cauchemar. Enfin, c'est une roue qui tourne, comme un moulin à eau, une grande roue. Il y avait un moulin dans votre enfance, à la campagne? Chez mes grands-parents. Oui. Mais il n'a jamais fonctionné, ce moulin. Deuxième étape. La thérapeute veut des informations sur ma famille. Ensemble, sur son tableau blanc, nous allons faire mon arbre généalogique. Alors, votre mère, quel âge a-t-elle? 57. Comment s'appelle-t-elle? Agnès. Ma mère, mon père, mes tantes, l'un des membres de ma famille retient plus particulièrement son attention. Mon grand-père, décédé dans des conditions particulières. Et ça, c'est vrai. Mon grand-père a bien été victime d'un terrible accident. Il s'est fait écraser par un tracteur. Moi, je trouve que c'est une mort horrible. Et vous, ça n'a pas l'air de vous affecter vraiment. La thérapeute semble interpréter de façon douteuse mes émotions. Dernière étape, elle va tenter de lire en moi. On peut terminer cette première séance par un travail de canalisation. Je m'assois à côté de vous avec un bloc et votre inconscient va me transmettre des informations. C'est comme si vous me parliez à haute voix, sauf que vous dites rien, vous vous êtes détendu. Et je reçois ces informations et je les note. Hein? Donc ça permet de gagner du temps quand les souvenirs sont refoulés. Vous soyez prête éventuellement à apprendre des choses qui ne sont pas forcément plaisantes. Là, je pense que vous êtes venu de Paris pour ça éventuellement. La thérapeute vient donc s'asseoir à mes côtés. Hein? Vous asseyez bien. Si vous, au fond, là, vous allez laisser votre inconscient s'exprimer librement sur le sujet. D'accord. Baillez, détendez-vous, et puis quand vous vous sentirez plus détendu, vous pouvez mettre votre main gauche sur mon épaule. C'est parti. La main de la thérapeute écrit ce que je suis censée penser. En moins de 5 minutes, elle a déjà décodé ce que soi-disant mon cerveau lui a envoyé comme information. Ça commence très clairement. Il y a un viol dans ce moulin. Je ne sais par qui, je ne sais comment. Je dors, je me suis endormie l'après-midi. Est-ce lui, mon grand-père? Ça me terrifie de le savoir, je ne veux pas. Expirez. Après 45 minutes de consultation, le coup de grâce. La thérapeute veut me faire croire que le violeur serait mon grand-père. Là encore, je lui dis n'en avoir aucun souvenir. Mais visiblement, ça ne la dérange pas, elle persiste. Je m'en souviens pas. Ça aurait été à quel âge? Avant 8 ans. La thérapeute me propose une deuxième canalisation pour savoir quel genre de viol j'aurais subi. J'accepte. Voyons jusqu'où elle peut aller. Bon. Alors, on va voir ce qui est sorti. C'est une fellation. J'avais 6 à 11 ans. Ça s'est produit plusieurs fois, sous l'escalier, entre autres. Il arrive que les histoires d'inceste précoce prennent la forme d'une initiation sexuelle. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est pas vécu comme un viol, c'est vécu comme quelque chose qui peut être même sensuellement agréable ou procurer du plaisir. Stupéfiant.
J'aurais donc pris du plaisir à faire une fellation à mon grand-père, et ce serait là la raison pour laquelle j'aurais tout oublié. Un traumatisme violent et tellement culpabilisant que ma mémoire aurait volontairement effacé. C'est QFD. C'est comme si, quelque part, vous vous disiez que il l'a bien mérité, ou ça vous fait ni chaud ni froid qu'il soit resté coincé, à agoniser, à asphyxier sous son tracteur. Si c'est lui l'abuseur, c'est la justice divine. Il paye pour ce qu'il a fait. Vous avez refoulé l'ensemble de l'enfance. Et à partir du moment où vous acceptez cette hypothèse, vous acceptez de vous remémorer les événements de votre enfance, quelles qu'en soient les conséquences. C'est-à-dire quelles conséquences? Sur vos relations familiales. Parce qu'elle est là la question. Qu'est-ce que ça ferait à votre mère si un jour vous débarquiez chez elle en lui disant en fait, tu sais, il s'est passé des choses graves avec ton père? Forcément, ça va jeter un pavé dans la mare, comme on dit. C'est un gros pavé. Peut-être qu'il faudrait commencer par jeter des petits graviers. En d'autres termes, cela signifie que je dois aborder le sujet avec ma famille et risquer d'aller au clash. Mais selon la thérapeute, je ne suis pas encore prête. J'aurai besoin encore de quelques consultations. On est en période de défrichage, donc il faut y aller. Sans état d'âme et peu scrupuleuse, apparemment cette thérapeute ne s'inquiète pas des conséquences que ce genre de révélation peut provoquer sur un patient. Un patient qui, isolé, peut vite devenir sa proie et son objet. Voilà, je dois combien? Alors, vous devez 2 séances, elles sont à 80 €. Donc ça fait 160. C'est gentil de me donner. Bien, merci beaucoup. Je suis contente de vous connaître. Merci. Après de telles révélations, elle me laisse sur le quai de la gare. Je la reverrai dans quelques jours. Manipulées, les victimes en viennent souvent à accuser leurs parents. C'est le cas d'André et de son épouse. Sandrine, leur fille de 32 ans, est entre les griffes de cette même thérapeute depuis maintenant plusieurs années. En 2006, les parents ont été conviés à l'une de ces séances. Rapidement, ils se sont vus accusés d'avoir des intentions malveillantes. Tout de suite, et très rapidement, la thérapeute s'adressant à notre fille lui demande de nous adresser tous ses griefs. Notre fille a sorti un petit paquet de feuillets manuscrits. La thérapeute, donc en voyant ça, dit « Oh là là, t'as beaucoup de choses, hein, j'espère que tu vas quand même sélectionner des points importants. » Puis donc là, c'est parti. Notre fille a lu certaines choses. Ça a commencé par la perversité de ma femme, qui avait un regard lubrique. Toute notre vie familiale a été reprise point par point, est tournée d'une façon négative. En aucun cas, nous ne nous attendions à ce que notre fille ait un monceau de reproches à nous faire. Et là, le plafond nous est tombé sur la tête. À ce moment-là, le couple n'a pas compris ce qui venait de se passer. Nous nous sommes retrouvés sur le trottoir. Notre fille nous a dit au revoir. Et elle est partie de son côté. En fait, cette séance était tout simplement prévue pour que nous rompions tout lien avec notre fille. C'est ce que nous avons découvert après. Mais jusqu'où peut aller cette thérapeute? Va-t-elle me manipuler davantage et tenter de m'emmener moi aussi à la rupture avec ma famille? Pour le savoir, je prends un deuxième rendez-vous. Cette fois-ci, dans mon nouveau scénario, je lui dis avoir parlé de cette agression à ma mère et la discussion a mal tourné. Elle m'a dit, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Ça te revient comme ça du jour au lendemain. Et j'ai pas su répondre. C'est pas une grande surprise. Et le discours de votre mère, il est standard. Je peux écrire le dialogue à l'avance. Non, mais je pense qu'elle était désolée de l'apprendre.
C'est pas ça qu'elle dit, elle s'en fout. Apparemment, ma mère est devenue la bête noire de cette thérapeute. Et la canalisation va me le confirmer. Une main sur l'épaule, et 5 minutes plus tard, la thérapeute a encore une réponse. Je n'en peux plus de m'enfuir. La vérité, je la connais depuis toujours. Cette mère-là, je l'ai fabriquée car elle m'a toujours fait défaut. Je veux la lui cracher, cette vérité, et ce que je sais de son père, un misérable, un violeur. La thérapeute vient de me mettre sur le chemin de la rupture, et cette fois-ci, elle est consommée. Donc moi, ça me conforte dans l'idée qu'elle sait que son père est un abuseur, soit qu'elle ait été elle-même abusée, soit que, je sais pas, elle a des sœurs qui l'aient été, et que ça, c'est complètement verrouillé. Vous en pensez quoi? Ce que je vais vous dire est dur. Mais si vous me demandez ce que j'en pense, je pense que vous venez de perdre votre mère. Manipulée, escroquée, en rupture avec la cellule familiale. Malheureusement, c'est le schéma classique des thérapies déviantes. Nombreux sont les patients qui ont été suivis par cette thérapeute. Nombreuses seraient les familles qu'elle a détruites. Cette thérapeute a complètement brisé notre vie de famille, puisque à l'heure actuelle, nous ne voyons plus ni notre fille, ni nos petits-enfants. Notre vie est vide de sens. Nous sommes persuadés que notre fille a été complètement manipulée. Pas facile d'éviter les pièges de certains thérapeutes malveillants, malgré des techniques qui sont toujours les mêmes. Manipulation mentale, escroquerie financière, isolement ou rupture avec l'environnement familial. Aujourd'hui, ces mouvements sectaires en plein essor sont de moins en moins attachés à la figure d'un prophète, mais davantage à une thérapie délirante. Ces nouveaux gourous recrutent donc massivement par le biais de traitements alternatifs et parfois dangereux. Voilà, pour ce document saisissant, d'où viennent ces thérapeutes, où mènent ces méthodes, nous allons en parler longuement, on reviendra également sur Raël bien sûr. D'abord, je vais vous présenter ceux qui sont avec nous, à commencer par Catherine Picard. Bonjour, vous êtes présidente de l'UNADFI, c'est-à-dire l'association de défense des familles et de l'individu. Georges Fenech, bonsoir, vous êtes président de la MIVILUD, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Tout à fait. C'est à ce titre que nous vous avons invité. Bonsoir Nicolas Jacquette. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur d'un livre, il y a quelque temps, Moi, Nicolas, rescapé des témoins de Jéhovah chez Ballant. C'est cette histoire que vous nous raconterez. Bonsoir Claude Delpech. Vous êtes directement en lien, si j'ose dire, avec ce qu'on vient de voir, puisque vous êtes présidente de l'association des victimes des faux souvenirs induits. Et on va commencer par là. Et puis avec nous également Jean-Pierre Jougla. Bonsoir, vous êtes spécialiste de l'aide aux victimes de ces dérives. Vous êtes avoué ancien avocat auprès de la Cour d'appel de Montpellier. Un mot rapidement, simplement, à chacun d'entre vous, simplement sur le ressenti du film. Comment l'avez-vous vécu, Catherine Picard ? Tout à fait actuel et mettant bien en évidence les phénomènes d'emprise et de mise en état de suggestion. Georges Fenech. J'ai vu à travers ces reportages à quel point la MIVILUD doit renforcer son action à destination des victimes. Nicolas Jacquette. Moi, j'ai vu des parallèles troublants avec ma propre histoire et finalement des mécanismes qui se ressemblent dans tous ces mouvements finalement. Claude Delpech. Eh bien moi je suis contente que vous nous ayez invités parce que c'est tout à fait, avec le film, tout à fait ce que les familles ressentent. Les accusations de leurs enfants, l'éloignement de leurs enfants et en fait la destruction des familles totale. Monsieur et ça pendant des années. Vous avez montré à travers ces reportages, de l'intérieur, ce qui peut se passer au niveau de la manipulation mentale, qui de façon insidieuse met en confiance des gens qui abandonnent tout esprit critique
et qui sont prêts à croire n'importe quoi. Alors on va tout de suite commencer par ces faux souvenirs induits. Je pense que beaucoup d'entre vous découvrent cette pratique. Madame Delpech, Monsieur Jougla, est-ce qu'on peut savoir, d'après vous, est-ce qu'on a une idée de combien sont d'abord ces thérapeutes qui pratiquent cette méthode, entre guillemets? Difficilement. On peut difficilement les quantifier. Il y a on sait une qu'il y a dizaine, 15 000... une centaine, un millier? Non, là, on a plus de 300 familles chez nous, on a plus de 300 thérapeutes différents. 300 thérapeutes différents. Donc on est déjà dans un nombre important. Voilà. Mais savoir combien sont déviants en plus en France, je suis persuadée qu'ils sont plus de 1000 ou 2000. Hein. Et puis c'est très difficile de connaître le nombre parce que ce sont des thérapeutes autoproclamés. Donc ils s'instaurent, ils s'instituent. Thérapeute entre guillemets d'ailleurs, hein, parce thérapeute illusoire. Il y a deux choses en fait. Il y a, d'après le Conseil national de l'ordre des médecins, il y aura environ 3000 médecins en titre qui se livreraient à ce genre de psychothérapie, à ce genre de technique. 3000. Et puis il y a les non-médecins. Donc on est sur un registre de plusieurs milliers en fait. Alors pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est de la perversité, c'est l'appât du gain, ils sont liés entre eux. Oui. Comment est-ce que vous l'expliquez, Catherine Picard? C'est tout à la fois. Je verrai tout à la fois. Absolument. Je crois qu'il y a en effet les trois à la fois. Il y a déjà cette notion de réseau, puisque s'il y a autant de pseudo-praticiens qui répondent au demeurant à de vraies demandes, mais qui sont de véritables escrocs et charlatans, il y a aussi quelque chose qui nous frappe, nous, c'est le lien qu'il peut y avoir entre différentes techniques, entre ces différents praticiens, et on le voit lors du reportage, je t'ai à peu près soigné maintenant, tu as un don, va donc voir un tel qui lui va faire sortir ce don. Donc ça pour nous c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a une espèce de passage de témoins avec les adeptes. Alors ils se connaissent entre eux, mais plus ou moins, oui. Leur objectif, Jean-Pierre, c'est l'argent. L'objectif me paraît clair, et les reportages le montrent un tout petit peu, c'est le besoin qu'ont certaines personnes avec une pathologie marquée très certainement, de mettre une emprise sur une autre qui donne sa confiance. Et là, il y a une jouissance qui est liée à la notion de pouvoir, essentiellement. D'accord, c'est de la perversion en quelque sorte. On pourrait le traduire comme ça. Il y a une partie de perversion. Ouais. Tout à fait, on trouve des thérapeutes déviants, de véritables charlatans, de véritables escrocs, mais on trouve aussi de véritables pervers sexuels, de véritables pervers. Est-ce qu'ils sont... pour vous, une dérive sectaire? Parce que ce n'est pas une organisation en tant que telle, Georges Fenech, il n'y a pas un gourou au sommet. Pourquoi, en fait, est-ce que vous les qualifiez de dérive sectaire? La dérive sectaire, pour nous, ce n'est pas lié forcément à une organisation sectaire comme on l'entend habituellement. Hein. La dérive sectaire, c'est quoi? C'est la rupture familiale, on l'a vu à travers vos reportages, la rupture familiale, les exigences financières exorbitantes, le trouble à l'ordre public, c'est ça la dérive sectaire. Et aujourd'hui, je crois qu'on a beaucoup plus de dérives sectaires en dehors des grandes organisations sectaires qu'on trouve maintenant à travers tout ce marché. C'est un véritable supermarché des méthodes de médecine alternative. Et la motivation, il est évident que c'est l'aspect lucratif. L'argent. Si des médecins se déconventionnent des conseils de l'ordre des médecins, c'est pouvoir gagner beaucoup plus d'argent en pratiquant ces méthodes. D'un mot, Madame Delpech, quand avez-vous vu apparaître cette pratique en France? Et elle vient des États-Unis, je crois. Tout à fait. Les États-Unis sont dedans depuis les années 80. Ils ont eu un pic ascensionnel jusqu'en 1995-98, là où les premiers procès ont eu lieu chez eux. Entre 95 et 98, il y a eu plus de 100 procès. Et à partir du moment où les procès qui ont été gagnés par les jeunes femmes qui se sont retournées contre leur thérapeute pour tromperie, abus, etc., eh bien, les procès ont tous été gagnés par les victimes. À partir de ce moment-là, ces procès ont été fort médiatisés. Et depuis 98, les années 98, les Américains sont en période régressive. Mais nous, comme nous avons 10 ans de retard sur les Américains, eh bien, nous sommes en plein dans la période ascensionnelle. Alors, l'un des éléments les plus frappants, au-delà du procédé, c'est la technique qui est utilisée. Je m'assois à côté de toi et je vais deviner par je ne sais quel mécanisme qui semble totalement, évidemment, fantaisiste. Je vais deviner ce que me dit en quelque sorte ton esprit. On va revoir un extrait de ce document. C'est parti. La main de la thérapeute écrit ce que je suis censée penser. En moins de 5 minutes, elle a déjà décodé ce que soi-disant mon cerveau lui a envoyé comme information.
Ça commence très clairement. Il y a un viol dans ce moulin. Je ne sais par qui, je ne sais comment. Je dors. Je me suis endormie l'après-midi. Est-ce lui, mon grand-père? Ça me terrifie de le savoir, je ne veux pas. Expirer. Après 45 minutes de consultation, le coup de grâce. La thérapeute veut me faire croire que le violeur serait mon grand-père. Là encore, je lui dis n'en avoir aucun souvenir. Mais visiblement, ça ne la dérange pas. Elle persiste. Je m'en souviens pas. Ça aurait été avec quel âge? Avant 8 ans. Voilà, tout cela au bout de 40 minutes. Je voudrais qu'on se tourne maintenant vers une famille, vers un père qui a perdu sa fille en quelque sorte, exactement de cette manière-là. On va vous appeler Monsieur William. La situation difficile que vous vivez, évidemment, eh bien, vous fait souhaiter l'anonymat. Votre fille a été voir une thérapeute du même genre, du même groupe, avec les mêmes idées. Pouvez-vous nous expliquer comment cela s'est passé ? Je vais d'abord vous remercier pour votre reportage. Il faut que vous sachiez que la personne que vous montrez dans le reportage est exactement la même personne que malheureusement ma fille a rencontrée et que j'ai rencontrée. Simplement pour qu'on comprenne bien, Monsieur William, votre fille au départ vous en voulait pour un motif ou un autre? Est-ce qu'elle était mal dans sa peau, dépressive? Comment cela s'est passé? Non, elle n'était pas spécialement mal dans sa peau ni dépressive. Elle nous avait envoyé un courrier nous indiquant qu'elle faisait une recherche sur elle-même et qu'il fallait qu'elle ait une coupure avec ses parents pendant un certain nombre de temps. Mais rien ne vous laissait présager cela? Rien ne laissait présager cette situation. Et un jour, c'est vous qui êtes revenu vers elle en lui faisant une proposition. Qui a envoyé un mail, donc elle ne répondait pas au mail, elle ne répondait pas au téléphone. Un jour, 1 an et demi après, on ne se voyait plus, je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit on peut peut-être voir ensemble un thérapeute compétent pour faire de la thérapie familiale. Je m'étais renseigné auparavant ce qu'était une thérapie familiale. Je savais qu'une thérapie familiale avait pour vocation de rapprocher des enfants et des parents lors de plusieurs séances et je lui ai proposé ça spontanément. Et que vous a-t-elle répondu? Elle m'a répondu 4 mois après par mail, oui, c'est une excellente idée. Je te convie chez tel thérapeute, donc la thérapeute que vous avez montrée dans votre reportage. Voilà, sans dévoiler son identité. Sans dévoiler son identité. Nous n'avons pas du tout cherché à comprendre qui était cette thérapeute, parce que nous n'avions pas vu avec mon épouse notre fille depuis plus de 2 ans, et nous étions trop contents de la revoir. Alors donc, comment s'est passée cette séance? On m'a accusé de tous les maux. On m'a accusé de tous les maux. Je peux vous donner un exemple. La base est toujours la même, à savoir l'inceste, la violence. Votre fille vous accusait d'inceste dans sa lettre? Elle ne m'a pas accusé d'inceste, mais vous avez bien vu dans ce reportage que tout propos qu'indiquait la journaliste était modifié et on inculte dans la tête de cette personne un certain nombre de choses. Donc elle vous accusait d'avoir eu des regards ou des gestes déplacés? En l'occurrence, ma fille m'a dit « Je me souviens, quand j'étais jeune fille, tu m'as regardé nue dans ma salle de bain avec un œil incestueux. » J'essaie de lui répondre, je lui dis « Non, mais je regarde ma fille comme un père qui regarde sa fille avec amour. » Elle me dit « Taisez-vous !» La thérapeute me dit « Taisez-vous !» Ensuite, la conversation continue. Elle me dit « Papa, vous avez fait joujou certainement avec mon zizi dans mon enfance. » J'essaie de répondre de nouveau, interloqué. On me dit « Taisez-vous !» Et ensuite « Papa, tu étais violent. Papa, tu avais... Dans tes yeux, on voyait que tu avais envie de tuer. Papa, je me rappelle quand j'étais en club avec toi, tu étais venu me chercher en slip à 16 ans parce que j'étais pas rentré. » L'affaire, c'était quoi? C'était que ma fille devait avoir 15 ans. Je lui ai demandé de rentrer à minuit. Il était 3 ou 4 heures du matin dans un club de vacances. Comme tout parent, je me suis inquiété. J'ai mis mon maillot de bain. Je suis recherché ma fille qui était en train de traîner avec un gentil organisateur. De nouveau, elle a
interprété ça comme son père qui était jaloux, qui ne voulait pas que sa fille puisse voir d'autres hommes. Et donc, au fur et à mesure, tous les propos ont été transformés. Comment avez-vous réagi à la fin de cette séance? J'ai toujours été quelqu'un qui essayait de lutter. 3 fois de suite, j'ai dit, mais ce n'est pas vrai, la vérité, c'est celle-ci. 3 fois de suite, on m'a complètement rabroué méchamment. La thérapeute m'a vraiment rabroué méchamment. Et on vous dit de telles horreurs que vous vous enfoncez de plus en plus en vous-même. Comment est-ce que votre épouse a réagi? De la même manière, complètement interloquée. On ne peut pas écouter de telles horreurs. Alors vous allez... Vous remettez en question, vous ne savez plus où est la vérité. Et ce soir m'avait permis de voir vraiment l'autre volet de la chose et je comprends mieux maintenant comment ça s'est passé. Alors, vous allez nous dire ce qui s'est passé ensuite. Ce qu'on voit dans le film, en tout cas, c'est que la thérapeute elle-même encourage, annonce, acte la rupture familiale. Elle le fait de façon très directe. Vous venez de perdre votre mère, dit-elle, ce qui est une phrase terrible. On regarde cet extrait. Apparemment, ma mère est devenue la bête noire de cette thérapeute. Et la canalisation va me le confirmer. Une main sur l'épaule et 5 minutes plus tard, la thérapeute a encore une réponse. Je n'en peux plus de m'enfuir. La vérité, je la connais depuis toujours. Cette mère-là, je l'ai fabriquée car elle m'a toujours fait défaut. Je veux la lui cracher, cette vérité, et ce que je sais de son père, un misérable, un violeur. Comment vous êtes... La thérapeute vient de me mettre sur le chemin de la rupture et cette fois-ci, elle est consommée. Donc moi, ça me conforte dans l'idée qu'elle sait que son père est un abuseur, soit qu'elle ait été elle-même abusée, soit que, je sais pas, elle a des sœurs qui l'aient été, et que ça, c'est complètement verrouillé. Vous en pensez quoi? Ce que je vais vous dire est dur. Mais si vous me demandez ce que j'en pense, je pense que vous venez de perdre votre mère. Monsieur William, est-ce que vous avez pu garder des liens avec votre fille après cette séance chez cette thérapeute? Non, je n'ai pas revu ma fille depuis 4 ans. Vous ne l'avez jamais revue? Non. À la sortie de la thérapie, j'ai dit à ma fille, de la thérapie, c'est galvaudé. À la sortie de cet abattage, je dis à ma fille, on se revoit quand? C'est pour moi, dans mon esprit, on entamait une thérapie familiale avec plusieurs rendez-vous. Je dis, mais papa, si tu veux, tu reprends rendez-vous avec la thérapeute, il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce que vous avez essayé de lui écrire? Est-ce que vous avez essayé, par des connaissances communes, d'avoir accès à elle? Ensuite, donc, mon épouse et moi, on était tous les deux extrêmement dépressifs. On se posait extrêmement de questions. Et puis après, on remonte un petit peu. On a essayé de lui envoyer des mails. La réponse était je ne veux plus vous voir. Je me sens beaucoup mieux depuis que je ne vous vois plus. Je ne conçois pas ma vie en vous revoyant. Peut-être qu'un jour, avant que vous mouriez, un jour on m'avait envoyé un mail, peut-être un jour avant votre décès, je pourrais vous revoir. Monsieur William, vous avez un fils également. Oui. Est-ce que cela a changé la nature de vos relations avec lui? Il est extrêmement perturbé par ça. Et tout le monde est perturbé. Et toute la famille est disloquée, bien sûr. Merci, Monsieur William, pour ce témoignage. Madame Delpech, des témoignages comme ceci, vous en avez entendu? Tous les jours. Plus de 300 familles. Et j'ai eu, début novembre, la même semaine, 6 familles, dont 2 papas mis en garde à vue. La semaine dernière, j'ai eu un papy que je suis depuis 2 ans, 78 ans, mis en examen. Un papy de 78 ans mis en examen, il s'en remettra jamais. Il ne s'en remettra jamais. Des parents en garde à vue.
2 parents en garde à vue la même semaine. J'ai eu un monsieur en pleurs au téléphone qui me disait, vous vous rendez compte, je n'ai qu'une fille unique. Elle a fait des études au Canada, elle a un master, elle est performante dans tout, elle est mariée avec un ingénieur et tout. Et on m'a emmené comme un vulgaire malfrat, me noter chez un psychiatre pour voir si je n'étais pas dérivant. Mais vous avez les gens au téléphone, mais ils pleurent. Monsieur Jougla, est-ce que vous avez aidé des personnes qui se trouvent dans ce cas? Et tout simplement, est-ce qu'il y a matière à porter plainte, à faire intervenir la justice? La justice n'a pas de prise sur ce genre de situation. Sauf peut-être à ce que l'enfant, en restant sur l'exemple de l'enfant, aille jusqu'au dépôt de plainte contre le père. Étant tellement persuadé que l'inceste, l'abus sexuel a existé, il passe à l'acte jusqu'à saisir la justice. Est-ce qu'on peut pas porter plainte et là, ça serait une bonne chose. Pour dénonciation calomnieuse? Parce que quelque part, ça s'apparente à la dénonciation calomnieuse. Attendez, non, actuellement, on a un papy chez nous, pour vous dire, qui a essayé, dès le départ, il a dit, moi je porte plainte. Je ne veux pas que ma fille continue à parler partout, à calomnier contre moi. Tout le monde, même ses propres avocats, l'ont déconseillé. Pourquoi? Parce que les magistrats ne sont pas informés des dérives des thérapeutes déviants. Et ses avocats lui ont dit, mais attendez, il n'y a pas de fumée sans feu, faites attention, n'allez pas soulever un lièvre. D'autant plus que les faits qui vous sont reprochés sont prescrits. Puis je voudrais dire que les magistrats sont de plus en plus informés. On a encore fait une session cette semaine, elle s'est terminée aujourd'hui même, à l'École nationale de magistrature, pour sensibiliser les magistrats sur ces faux souvenirs induits qui peuvent conduire à des dépôts de plainte et à des erreurs judiciaires. Effectivement, on a vu des pères, des grands-pères mis en examen, emmenés de chez eux menottes au poignet, des désastres familiaux, pour ensuite se rendre compte que tout cela était purement imaginaire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce type de comportement, moi je considère qu'on est en plein dans la loi Abou-Picard, du nom de Madame Picard, ancien député. On a un texte de loi, et je le dis pour tous les praticiens du droit, on a un texte aujourd'hui très spécifique à la France, qui est un texte sur l'emprise mentale, l'abus de faiblesse, l'abus de vulnérabilité par des pressions réitérées, psychologiques, pour amener quelqu'un à commettre un acte qui lui est préjudiciable. Est-ce que vous avez connaissance de plaintes qui ont été déposées pour ce motif-là? Mais c'est encore un texte qui est mal connu par la justice et que nous essayons justement. Moi, je souhaite mettre en place une cellule d'experts au niveau de la Miviludes pour prêter assistance aux enquêteurs sur le terrain qui ne sont pas forcément spécialistes de la question de l'emprise mentale, de la manipulation mentale. Aujourd'hui, il doit y avoir à peu près une vingtaine de procédures suivies du chef de la loi Abou-Picard en France. Alors, Madame Picard, justement, est-ce qu'il n'y a pas tout de même une difficulté? C'est qu'il est parfois compliqué de dénoncer cela, sachant que dans les cas où c'est vrai, dans les cas où il y a eu des abus, eh bien souvent, c'est vrai que les enfants devenus grands refoulent. Donc où est le chemin? Je n'ai pas compétence de psychologue, mais c'est justement là que je voulais, sur ce point que je voulais intervenir pour qu'il n'y ait pas de méprise. Surtout qu'on est dans une époque, pardonnez-moi, où la parole est plus libre sur la pédophilie. Je crois que ces méthodes des faux souvenirs induits ne prêtent pas, j'allais dire, de se dire, mon Dieu, peut-être que c'est vrai, il y a peut-être une incertitude dans l'époque que l'on vit. Ces méthodes sont théorisées. Elles sont écrites, il y a une méthodologie pour les praticiens. Donc on a quand même des outils, si vous voulez, de cette théorisation que les psychiatres et les psychologues, des vrais professionnels dont la déontologie n'est pas à remettre en cause, remettent totalement en cause en disant c'est inadmissible de pouvoir se laisser aller à de telles interprétations, surtout en prêtant des abus sexuels, le souvenir d'abus sexuels à des enfants des fois de moins de 3 ans. Ouais. Ce qui semble impossible pour les praticiens. Et simplement d'un mot, ça paraît totalement irréel quand on voit quelqu'un s'asseoir à côté et puis dire « ma main est dictée par ton esprit ». Comment les patients, entre guillemets, ceux qui vont consulter, peuvent être conditionnés à ce point qu'ils croient à ce genre de... J'ai reçu la semaine dernière une avocate, 15 ans de barreau, qui s'est fait complètement gruger de cette façon-là. Ça peut toucher n'importe quelle catégorie socio-professionnelle.
Vous avez des psychothérapeutes autoproclamés qui sont capables d'une manipulation mentale à l'égard de n'importe qui. Même les plus éduqués, même ceux qui se pensent les plus immunisés. On peut se faire avoir un jour, un moment un peu de faiblesse, par exemple, on peut se faire avoir de cette façon-là. Monsieur Jougla. Vous avez remarqué l'entrée utilisée par le psychothérapeute. Le psychothérapeute passe par la petite enfance et réveille un traumatisme, et c'est vrai que nous tous, peu ou prou, nous avons eu des difficultés à un moment ou à un autre avec nos parents. Donc si quelqu'un vient vous donner une interprétation, qui n'est rien d'autre qu'une projection personnelle, parce que c'est la psychothérapeute qui devrait se faire soigner, pas son patient. Si quelqu'un vient de vous donner une interprétation qui rencontre un écho dans votre vécu, eh bien, il y a une facilité à aller vers cette explication. Alors, on va en venir dans quelques instants au mouvement des Raéliens, mais je voudrais qu'on dise un mot aussi de ce qu'on a vu dans le film sur les enfants indigos, c'est-à-dire ces enfants hyperactifs ou ces enfants dyslexiques qui peuvent devenir, avec l'assentiment des parents, la proie de ces gourous. On revoit un extrait. Je prétexte l'histoire d'une enfant qui serait hyperactive. J'invente l'existence de Noémie, 7 ans. Pour cela, j'emprunte la photo de la fille d'une collègue. Cet enfant n'a aucun problème d'hyperactivité. Mais ça, la thérapeute ne le sait pas. Et pourtant... Elle est entourée de doré, la fille. Elle a une couleur dorée tout autour. Moi, je vois rien. Vous voyez rien? Non. Ben, c'est doré. Elle a quelque chose de posé sur la tête, c'est tout doré. Qu'est-ce que vous ressentez? Je vois un ange. Qu'est-ce que vous voyez? Elle voit dans l'invisible. Elle voit dans l'invisible? Oui, elle voit dans l'invisible, votre fille. Voilà. Georges Fenech, vous classez aussi cette tendance, ce mouvement comme une secte? Pourquoi? Ah oui, tout à fait. Là, on est en plein dans la dérive sectaire. Vous imaginez bien qu'on va soustraire un enfant à des soins traditionnels qui lui sont absolument nécessaires pour des méthodes totalement charlatanesques. Oui. Et le préjudice va être énorme parce que l'enfant va être isolé par rapport au groupe d'enfants scolaires, par rapport même au reste de sa famille. On dit que c'est un extraterrestre, c'est pas un enfant, c'est un enfant actuel, c'est un nouvel enfant, c'est un enfant bleu, un enfant indigo, qui nous arrive, etc. Donc on va le soigner autrement. Et il y a des enfants déscolarisés parfois? Les autistes, les enfants autistes, dyslexiques, etc., qu'on va retirer de milieux de soins appropriés. Et le préjudice sera absolument énorme. Je crois que ça résume aussi ce qui peut aussi valoir pour le sujet précédent, la notion d'emprise et le secteur de vulnérabilité, qui n'a rien à voir avec la fragilité que nous pouvons tous avoir à des moments de la vie. Je crois que c'est des passages de vulnérabilité et des parents qui se retrouvent désorientés avec un enfant qui est comme un enfant, d'autres enfants, peut-être un peu plus turbulents, qui font appel à ce genre de charlatans, on va dire les mots tels qu'ils sont dans une forme de vulnérabilité. Il y a encore une fois une vraie demande sur laquelle on étend une emprise psychologique et le risque c'est la déscolarisation, voire même de dire aux enfants, d'induire absolument, des enfants déscolarisés, sortis de l'école. Il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur les enfants dans les sectes. On comptait de manière minimale 80 000 enfants touchés par le phénomène sectaire, dans lequel on mettait ces enfants déscolarisés. Et là, pour les enfants indigos, le ressort, c'est l'argent? Parce qu'il faut payer les séances, acheter des livres, etc. C'est l'argent ou c'est là aussi la volonté de toute puissance? Non, je crois que c'est l'emprise sectaire, mais c'est toujours le but lucratif. Je pense que ceux qui regardent ces reportages doivent se dire, mais que font les pouvoirs publics? Puisqu'on est face à des milliers d'enfants, etc. Je voudrais rappeler qu'il y a eu un texte qui a été voté, c'est l'amendement Accoyer, du nom du président de l'Assemblée nationale, qui prévoit d'encadrer cette profession de psychothérapeute, parce que chacun aujourd'hui est libre de mettre une plaque, naturopathe. C'est un débat très controversé, très controversé, mais ce que je peux vous dire, c'est que le décret d'application de cet amendement qui avait voté à l'unanimité de l'Assemblée va être pris enfin, ce mois-ci. Il est actuellement soumis au Conseil d'État. On va enfin pouvoir réglementer ces professions et éliminer tout ce qui est charlatanesque. Je veux vous entendre là-dessus, Nicolas Jacquette, parce qu'on parle des enfants, 80 000 enfants, disiez-vous. Alors, ça n'a rien à voir, les témoins de Jéhovah, on ne va pas tout mélanger. Mais enfin, vous avez été témoin de Jéhovah par vos parents, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous êtes né, en quelque sorte, chez les témoins de Jéhovah. Est-ce que vous avez ressenti aussi une forme d'embrigadement?
on est dans le même principe, c'est-à-dire des enfants qui n'ont aucun repère, aucun système qui leur permette de se rendre compte qu'ils sont en train de se faire embrigader dans un mouvement sectaire, sont emmenés par des parents convertis à une cause et sont ensuite formatés pour servir les intérêts du mouvement. En quoi vous êtes-vous senti formaté ? C'est-à-dire, le sentiment de formatage n'est arrivé que plus tard, quand j'en suis sorti et que je me suis rendu compte que toute ma vie n'avait été résumée qu'à une série d'interdictions et d'ordres, en fait. Interdiction de fêter les anniversaires, interdiction de voir des gens qui n'étaient pas témoins de Jéhovah, interdiction d'être habillé à la mode, d'aller chez les voisins ou d'en faire venir chez soi s'ils ne sont pas témoins de Jéhovah, interdiction d'avoir un petit copain ou une petite copine, interdiction de pouvoir voter aux délégués de classe, même de voter plus tard lorsqu'on est adulte, interdiction de chanter l'hymne national, interdiction de participer à des associations, obligation de faire du porte-à-porte, 23 heures de programme par semaine imposé par le mouvement. C'était ça. En fait, il y avait une interdiction permanente de trouver du plaisir dans la vie actuelle et tout devait être porté dans cette vie futuriste paradisiaque qu'il prenait. Quand vous êtes devenu adulte et que vous avez quitté les témoins de Jéhovah, est-ce que vous avez pu tourner la page facilement ? Oui, la page a été dure à tourner, mais elle s'est faite. Ça a été 6 mois de construction qui ont été très douloureuses parce que toute ma vie se résumait à des mensonges. J'avais été construit sur des mythes qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Même si les témoins de Jéhovah fournissent l'impression d'être des gens socialement incorporés, qui vivent parmi vous, qui travaillent parmi vous, les enfants vont à l'école comme tout le monde, en fait, ils sont complètement embrigadés à l'intérieur de leur tête, enfermés dans leur tête, et ils sont dans un monde parallèle où ils conçoivent tous ceux qui sont non témoins de Jéhovah comme sous l'influence du diable et qui vont chercher à les corrompre. Donc ils ont une vision totalement diabolisante et effrayante du monde extérieur. Et lorsque vous avez appris pendant 22 ans, c'était mon cas, à voir ce monde sous cette forme, après en être sorti, retrouver confiance dans le monde, revoir les gens tels qu'ils sont réellement, ça demande une réadaptation complète. C'est une nouvelle vie vraiment, parce qu'on doit retrouver des amis, un cercle de famille, parce que la famille est totalement mise à l'écart. Vos parents sont toujours témoins de Jéhovah ? Toujours, oui, ainsi que mes 2 sœurs. Vous avez rompu avec eux ? Vous avez toujours des relations ? C'est eux qui ont rompu avec moi. Ils ont rompu avec vous ? Tous les mouvements, en fait, et on l'a vu ici, pratiquent la rupture avec le milieu familial. Ils disent, chez les témoins de Jéhovah, c'est un exemple, c'est représentatif des autres mouvements, mais ils disent, si jamais un de ceux qui ont connu la vérité, qui peut vous permettre d'avoir la vie éternelle, la renie, il a choisi la mort. Et il est comme déjà mort, et on ne parle pas aux morts. En fait, le mouvement perçoit l'individu qui est parti comme un danger, puisqu'il a connu, en tout cas il a vu l'envers du décor, il a découvert le poteau rose probablement, et il pourrait peut-être le donner aux autres, et il risquerait d'en faire sortir d'autres. Donc il faut l'éloigner absolument, l'écarter, et donc on donne l'ordre aux membres du mouvement, surtout cesser toute relation avec ces gens. Jean-Pierre Joubert. Et ce qu'explique Nicolas Jacquette par rapport aux témoins de Jéhovah sur la continuité de l'emprise et les méthodes qui se mettent en place, existe également dans les thérapies déviantes que vous nous avez montrées avec votre film. Il manque à votre caméra cachée un suivi sur les pratiques maintenues par cette psychothérapeute bidon par rapport à cette jeune fille qui a coupé. Parce que comment est-ce qu'elle la maintient dans la coupure avec ses parents ? Elle l'a fait rentrer dans une interprétation du monde qui est tout à fait similaire à celle qu'on retrouve dans les sectes. Et c'est uniquement parce qu'il y a ce maintien de l'emprise par l'interprétation de la part du psychothérapeute que l'enfant ne revient pas plus vers ses parents. C'est pas un choc, c'est pas un traumatisme ponctuel, c'est un traumatisme continu dans la durée. Je pense qu'il y a un remplacement de la famille, parce que là, elle joue sur la proximité, la main sur l'épaule. Vous avez perdu votre mère et elle se place comme référent. Elle lui donne des réponses que ses parents n'auront jamais pu lui donner. Elle lui dit qu'elle lui donne des vérités que sa mère refuse de lui donner, qu'elle se moque d'elle et qu'elle n'en a rien à faire. Finalement, elle prend la place de sa mère. Et dans tous les mouvements sectaires, on voit ce remplacement de la famille réelle par une famille factice qui impose complètement à l'adepte une soumission. Et c'est pour ça qu'elle passe par l'enfance. Et on retrouve ce passage par l'enfance également chez les Raéliens avec les massages qui remettent les gens dans un état de confiance et d'abandon. On le retrouve chez les enfants indigos, c'est-à-dire qu'on touche les parents parce que ce qu'il y a de plus pur et de plus sensible, c'est le lien avec leur enfant dont ils veulent le mieux. Alors précisément, on en vient maintenant à la première moitié du film, ce mouvement raélien qui paraît alors là fantaisiste, avec ses séances de relaxation, de méditation et plus, si affinité. On revoit un extrait. Après les livres, l'étape suivante dans l'apprentissage, la méditation sensuelle. Assis à ma droite, le guide que j'avais rencontré m'explique comment ça se passe. Une méditation sensuelle, elle peut commencer comme ça, tu sais. Attends. Ouais. Je laisse. Je sens ce que c'est. Je sens mes pieds.
puis prendre le temps de vraiment ressentir les sensations. Aucun endroit du corps n'est tabou. Les cuisses, le sexe, les fesses, l'anus, toutes nos parties qui sont mouvantes, qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas suffisamment, le bas du ventre. Et on fait venir la vague de chaleur qui remonte jusqu'ici au plexus solaire. Et là, tu vas toucher bien le sol. Tu vas faire corps avec la planète. Touche la planète, ressens-la. Tu vas t'apercevoir avec un petit peu d'entraînement que tu vas la sentir tourner. Tu tournes avec. Tu vois. Là, je sens le mouvement. La terre bouge, elle tourne. Alors, juste une ou deux questions avant de venir aux autres aspects, mais des questions vraiment purement de curiosité. Madame Picard, Monsieur Jougla, est-ce que les Raéliens y croient vraiment, par exemple, qu'il y a des Elohim quelque part dans l'univers qui vont débarquer sur Terre un jour, qui ont rencontré Raël, qui lui ont serré la main? Est-ce qu'ils y croient vraiment? Oui, ils y croient. La vraie question, c'est est-ce que Raël y croit? Oui, apparemment, on croit comprendre qu'ils croient vraiment. Est-ce que les autres y croient vraiment? Les autres y croient parce que il faut bien, ça apparaît pas dans le film, mais la pratique sexuelle, en réalité, c'est plus on baise, plus on nourrit le cerveau. Plus le cerveau est nourri, plus il va pouvoir se mettre en contact avec les Elohim, les extraterrestres, et recevoir les messages directement des extraterrestres. Donc leur pratique les met dans une optique dans l'optique de leur doctrine. Non mais là, pardonnez-moi, on parlait des gens éduqués tout à l'heure. Il y a des gens visiblement... Pas les sentiments. Oui, non, pas les sentiments, mais... Elle les place assez bas. Voilà, les Elohim qui vont venir et pour lesquels il faut construire une base pour les accueillir, etc. Voilà, on est dans Spirou et Fantasio. Ça, c'est pour le pognon. Hein. Ça, c'est le miroir aux alouettes. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le mouvement, il ait un projet. Parce qu'il ne peut pas... Il tient sur une théorie qui est celle de l'amélioration de soi, du développement, voire d'un bien-être, etc. Mais il faut quand même qu'il soit ponctué. Surtout, Raël, c'est un mouvement d'une longue durée. Combien sont les Raéliens en France, dans le monde? À combien sont-ils estimés? Je crois qu'en France, ils sont beaucoup moins nombreux que ce qu'ils disent, et dans le monde également. Hein. Eux annoncent plusieurs centaines de milliers. Oui. Mais en France, je pense qu'on doit tourner autour de 150-200 Raéliens. Voilà, eux disent 55 000. Ils auraient été, sous réserve, ils auraient été appelés à rejoindre le Canada, les Français à rejoindre le Canada à un moment. Manifestement, ça ne s'est pas fait. Donc le mouvement s'est un peu épuisé. Et il subsiste à travers des conférences telles que celles qu'on a vues dans un café. Mais maintenant, Internet est un outil aussi d'ouverture, de communication qui fait qu'en termes de chiffres, ceci nous échappe. Deux questions précises encore. D'abord, est-ce qu'il y a eu des poursuites en France contre Raël? Est-ce que vous avez défendu, Monsieur Jougla, des personnes qui s'estiment victimes des Raéliens? Il y a eu des poursuites, non pas contre Raël lui-même, mais contre des adeptes raéliens pour des pratiques d'ordre de pédophilie. Voilà. Et qui mettent en cause l'organisation elle-même, d'après vous? La théorie, les injonctions de Raël. Hein. Oui. Moi, j'ai requis contre eux, quand j'étais avocat général à la Cour d'appel de Lyon, j'ai requis contre des responsables dans la Loire qui avaient commis des attentats à la pudeur sur des mineurs de 15 ans. On a un contexte qui favorise ce genre de choses. Pour vous, c'est un mouvement dangereux? C'est une menace? Les Elohim, moi, ça m'est égal. Hein. Quand même que les scientologues, c'est pas mon problème. En tant que mission interministérielle, ce qui m'importe, c'est tout ce qui est effectivement une menace pour l'ordre public, pour la santé publique qu'on vient d'évoquer, pour les mineurs qui sont exposés. Raël s'en défend sur cette question des mineurs. Lui, il dit aujourd'hui, dans les réunions, les mineurs ont des petits panneaux noirs, ce qui signifie que là, il n'y a pas de relation sexuelle possible. Mettre des enfants dans ce type de réunion, même s'ils ont un panneau noir, on peut quand même considérer que c'est un petit peu excessif. Par contre, je voudrais dire qu'en termes de procès, les anciens adeptes ou ceux qui se sont affrontés à Raël, eux, ont payé durement et en termes de diffamation et qu'ils ont été poursuivis. Et nous avons des suivis au moins de 5 personnes qui sont poursuivies par Raël et qui, heureusement, ont gagné leur procès. Alors Alain Stoffen nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Là, on parle de la scientologie. Vous avez été scientologue. La scientologie, c'est une église dans de nombreux pays. En France et ailleurs, c'est une organisation qui a même été classée par un rapport parlementaire dans la liste des sectes. Pouvez-vous nous raconter, vous, comment vous avez ressenti votre passage dans la scientologie? Combien d'années y avez-vous passé? Moi, j'ai passé en tout 15 ans. Et c'est vrai que pour résumer ça de façon très courte, c'est que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
J'ai, pour ma part, subi à mon insu donc tout un travail de déstructuration, de dépersonnalisation et de reconditionnement au point de devenir la victime de mon propre viol moral, quoi. C'est-à-dire un embrigadement, une déstructuration qui ressemble à ce qu'on a évoqué il y a quelques minutes, soit à propos des faux souvenirs, soit à propos d'autres organisations? C'est-à-dire que les méthodes, les techniques et le discours sont assez éloignés de ce qu'on a vu dans le reportage. Mais en fait, l'objectif principal, c'est l'asservissement des gens et donc de mettre les gens sous influence, de les mettre dans un état de dépendance pour après donc en faire ce qu'on veut, quoi. En faire ce qu'on veut, pourquoi? Dans le cas de la scientologie, parce que je peux uniquement parler donc, dans mon cas de la scientologie, ce que cherche la scientologie, c'est d'une part le pouvoir et d'autre part donc pour s'installer en tant que pouvoir, parce qu'ils veulent en fait créer une société sur le modèle donc de la scientologie. Et pour aboutir à un projet aussi ambitieux, il leur faut des trésors de guerre. Et vous, en l'occurrence, la scientologie vous a coûté cher? Moi, j'ai en tout dépensé entre 40 à peu près 45 000 euros, ce qui est une somme importante, mais en fait qui est une somme assez dérisoire par rapport au prix, à l'investissement financier que représente en fait le fait d'aller au plus haut niveau d'endoctrinement en scientologie, parce que ça représente à peu près 300 000 euros. Alors, vous parliez d'argent, on va voir un extrait, mais simplement, Nicolas Jacquette, est-ce qu'il y a aussi des questions d'argent chez les témoins de Jéhovah? Oui, beaucoup, oui. C'est-à-dire mes parents donnaient énormément de l'argent. Ils donnaient de l'argent tous les mois en le prélevant sur le salaire dès qu'il arrivait, avant même qu'on dégage les frais pour la maison, le loyer, etc. Vous pensez qu'il y a aussi une motivation financière Les mouvements ont besoin d'argent pour fonctionner, même si ce n'est pas leur motivation première, pour pouvoir continuer à avancer, à fonctionner dans cette société et à pouvoir continuer à développer des instruments de prosélytisme, brochures, revues, des séminaires, des assemblées. Ils ont besoin d'argent. Donc ils ont besoin de trouver des systèmes pour en rapporter davantage systématiquement. Alors on revoit un extrait là-dessus du film de la partie sur Raël, puisque là aussi il est question d'argent. On regarde. Retour à Paris. Première réunion et on me parle déjà d'argent. La discussion tourne autour du financement du mouvement. Vente de livres, de cassettes ou cotisations, il faut mettre la main au portefeuille. Quoi qu'il arrive, on doit donner 10% de ses revenus, 10%. Depuis plus de 30 ans, les Raéliens cotisent notamment pour une ambassade qui permettrait d'accueillir les extraterrestres. Coût du projet, 30 millions d'euros. Aujourd'hui, seule la maquette existe. L'édifice n'a toujours pas vu le jour. Voilà, 1 à 10% des revenus, Catherine Picard, pour le mouvement raélien, c'est dans la norme. Finalement, on a l'impression que c'est une donnée générale de tous ces mouvements. Comme il a été dit, je crois qu'il y a besoin de faire vivre une structure, une organisation. Le rapport d'enquête parlementaire sur les sectes et l'argent en 1999 avait mis en relief la structuration pyramidale de ces grands mouvements sectaires, siège aux États-Unis, banque dans les paradis fiscaux, transit de l'argent à travers différentes banques suisses ou luxembourgeoises, et donc une véritable organisation financière très très classique. En plus, ces mouvements sont structurés souvent sous 3 points. Et 3 associations différentes, ce qui veut dire que lorsqu'il y a des procès, on peut avoir affaire à une association, mais pas aux 2 autres, qui ne répondent pas, bien entendu, des incriminations. C'est relativement bien organisé. Et l'argent, dans les grands mouvements sectaires de type de la scientologie, voire témoins de Jéhovah, il y a quand même la notion d'une prise de pouvoir éventuelle et d'une organisation en ce sens. Je reviens vers vous, Alain Stoffen. Est-ce que vous avez gardé, j'allais dire, je ne sais pas si le terme est le bon, des séquelles de votre passage dans la scientologie? Ou est-ce que, ça y est, vous avez tourné la page? Je n'ai pas tourné la page. Maintenant, j'ai claqué la porte définitivement de cette organisation en 2001, donc on est 7 ans plus tard. Je peux vous garantir, bon, j'ai passé 15 ans en scientologie. Le processus d'endoctrinement a duré donc 15 ans. Le fait de devoir se reconstruire, c'est un processus qui est intimement plus difficile que le processus d'endoctrinement, dans le sens où le propre, bon, je parle toujours pour mon expérience par rapport à la scientologie, le propre, c'est tout simplement de vider la personne
de ce qu'elle a de plus précieux en elle. Donc, on va anesthésier tout sens critique et tout libre arbitre. Donc, moi, quand je suis sorti de là et que j'ai compris ce qui m'était arrivé, parce que, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, je me suis construit toute une vie sur des mensonges. Moi, j'ai eu cette même réflexion quand je suis sorti de là. Donc, je me suis senti trahi, violé, sali au plus profond de moi-même. Et donc, ce qui est très difficile, c'est, quand on sort de là, c'est la honte. Oui. Maintenant, pour assumer ça, pour assumer cette expérience, il faut la comprendre. Pour la comprendre, il faut l'analyser. Or, essayer d'analyser ce qui s'est passé, donc toute la manipulation qu'on a subie, alors qu'on n'a plus aucun libre arbitre et aucun sens critique, c'est mission impossible. Et d'un mot, quand vous voyez des vedettes américaines qui font la promotion de la scientologie, vous vous dites elles sont manipulées ou elles sont complices ? Elles sont manipulées au même titre que moi je l'étais, parce que c'est vrai que j'ai rencontré donc la scientologie par l'intermédiaire d'un de leurs figures phares, qui est Chick Corea. Et donc, oui, elles sont manipulées au même titre que moi je l'ai été. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la scientologie, donc, on fait vraiment une spécialité. Donc, elles utilisent donc ces gens-là comme des figures de proue, quoi. Donc, oui. Alors, on en vient maintenant à un débat. Que faire contre les sectes ? Et je voudrais qu'on revoie une phrase qui avait fait couler beaucoup d'encre, c'était il y a quelques mois, celle du chef de cabinet de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Mignon, qui avait dit les sectes sont aujourd'hui un non-problème en France. Et j'accueille sur ce plateau Nathalie Lucas, anthropologue au CNRS, et Raphaël Liogier, vous êtes directeur de l'Observatoire du religieux et professeur à Sciences Po Aix. Est-ce que vous seriez à peu près d'accord avec cette phrase, que les sectes sont un non-problème en France ? Est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop ou qu'on diabolise les sectes aujourd'hui en France ? Personnellement, je suis d'accord avec les sectes, mais pas pour cette raison-là. C'est-à-dire que les dérives sectaires sont insupportables. Les sectes, je ne sais pas ce que c'est. Et d'ailleurs, le droit constitutionnel français ne sait pas davantage ce que c'est. Il n'y a pas de définition juridique de la secte en France. À partir du moment où nous sommes un pays laïque, nous ne reconnaissons aucune religion, nous ne savons pas non plus ce qu'est une secte. Par contre, votre émission a parfaitement montré que nous sommes capables de dire ce qu'est une dérive. Lorsqu'Emmanuel Mignon a dit les sectes sont un non-problème, elle n'a pas dit les dérives sont un non-problème. Elle a dit si vous prouvez que c'est dangereux, alors il faut interdire. Juste quand même pour signaler, parce que je crois qu'il faut le dire, le mot même de secte est particulièrement péjoratif en contexte français. Et il n'a pas toujours été péjoratif, même dans le contexte historique. Une secte, le mot de secte est employé par Pascal, par exemple, pour désigner, d'ailleurs c'était même l'acception originelle, pas spécialement des mouvements religieux, mais des écoles de pensée d'individus qui se détachaient du monde par rapport à ils avaient une philosophie particulière et donc ils se comportaient en fonction de cette philosophie de façon différente. Pascal parle de la secte des sceptiques, par exemple, la secte des sceptiques, la secte des épicuriens, etc. Ensuite, ce mot de secte a été réutilisé dans le cadre du protestantisme, qui était pour marquer, il s'agissait de marquer la différence avec l'orthodoxie catholique, avec le pouvoir catholique, pour dire on est différent, on se sépare. J'essaye de bien comprendre. Pour vous, à travers ce mot secte, on essaye de diaboliser ceux qui ne pensent pas comme nous. Non, c'est un peu ça ? Non, ce qu'il y a, c'est qu'une définition de base qu'on a vue se développer en contexte français, c'était une expression de Daniel Hervieux-Léger, qui est sociologue des religions, qui disait la secte, à la base, c'est la religion de l'autre. Donc il faut faire très attention avec ce problème de l'altérité. Alors, qui est des dérives. Alors, il est certain qu'il y a des dérives et qu'il faut les punir sévèrement, qu'il y a des gens qui souffrent, on l'a vu tout le long des reportages par ailleurs très bien faits, justement. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que lorsqu'on généralise et lorsqu'on fonctionne un peu trop sur le fantasme, en oubliant le principe du contradictoire, en oubliant des principes même démocratiques du contradictoire, non seulement on bat en brèche. On peut battre en brèche les droits de l'homme, un certain nombre de libertés publiques. Le droit de la croyance, vous voulez dire ? On peut glisser facilement de l'ordre moral, de l'ordre public justement à l'ordre moral, si vous voulez. De la tranquillité, salubrité, sécurité publique, jusqu'à l'ordre moral. Et alors, là, moi, je crois qu'il est possible d'agir, et d'agir justement de façon plus efficace en étant
plus ciblée et en généralisant moins. C'est ça le Mais est-ce que la Miviludes, par exemple, ne fait pas ça? Est-ce que la France ne fait pas ça en concentrant son action tout de même sur les troubles à l'ordre public? Ça, c'est pas les sectes en tant que telles qui sont attaquées, je vais vous dire très clairement, moi, il me semble que c'est justement un problème particulier en France qui est et je crois que la Miviludes généralise trop. Je crois que je crois que le fait de qualifier un mouvement de secte dans la Miviludes, comment fonctionne la Miviludes, je crois qu'elle fonctionne de façon trop directe, sans écouter, par exemple, sans écouter les chercheurs. Pour que les choses soient claires, les témoins de Jéhovah, prenons les témoins de Jéhovah, pour vous, est-ce que c'est une secte? Et est-ce que cette secte, si tant est qu'on puisse la dénommer ainsi, doit faire l'objet, j'allais dire, d'une prévention, d'avertissement? La vraie question, ce n'est pas... Non mais là-dessus, sur les témoins de Jéhovah. Je peux quand même répondre. Parce que, est-ce que c'est une secte dangereuse pour l'ordre public? C'est ça la dérive. Est-ce que c'est une secte dangereuse pour l'ordre public? Voilà. Moi je crois que cela devient une secte dangereuse pour l'ordre public comme un tout, s'il y a des textes, des doctrines qui contreviennent à l'ordre public, d'une part, et d'autre part, ensuite, il y a le problème des individus à l'intérieur du mouvement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du mouvement, il peut y avoir des individus qui contreviennent à l'ordre public. Alors, est-ce que c'est le cas pour vous? Pour les témoins de Jéhovah? J'imagine, je ne suis pas spécialiste des témoins de Jéhovah. Je ne suis pas spécialiste des témoins de Jéhovah. Il faudrait étudier ça dans le détail. Je n'ai pas d'opinion, si vous voulez, particulière concernant les témoins de Jéhovah. Pour Raël. Je pense qu'effectivement, chez les Raéliens, il y a un certain nombre de choses, on l'a vu dans votre reportage, de textes qui contreviennent directement à l'ordre public. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait interdire ces textes. Pour la scientologie? Concernant pour la scientologie, c'est beaucoup plus difficile parce que il y a une cohérence d'ensemble, il y a un système qui ne laisse pas apparaître, en tout cas, une rupture franche, directe avec l'ordre public. Pour les faux souvenirs induits? Alors, le problème des faux souvenirs induits, d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Alors, est-ce que c'est dangereux en soi? C'est tellement atomisé. Vous avez vu votre reportage, je ne faisais pas référence à un groupe en particulier. Non, c'est la pratique. Mais à un entrepreneur individuel. Si cet entrepreneur, une méthode, comme disait Mme Picard. Exactement, mais si cet entrepreneur individuel pratique irrégulièrement la médecine, évidemment, il faut l'arrêter. Mais je crois que le fantasme et la généralisation... Mais là, attendez, sur les faux souvenirs induits, ça va bien au-delà de quelqu'un qui se servirait d'un titre qu'il ne mérite pas. On a bien vu les effets que cela provoque. On a bien vu la perversité de la démarche. Il faut qu'il y ait effectivement une politique publique ciblée. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en France, il y a une chasse aux sorcières contre les sectes? Nathalie Lucas? Écoutez, ce que je dirais, c'est que dans tous les cas, tous les pays d'Europe ne parlent pas de la même chose et n'ont pas la même attitude sur les sectes. Et que ce que l'on peut critiquer en France, c'est pas nécessairement la chasse aux sorcières, c'est le manque de diversité de ceux qui sont autorisés à parler sur ce phénomène. Lorsque vous allez en Suisse, lorsque vous allez en Allemagne, lorsque vous allez en Grande-Bretagne, lorsque vous allez en Belgique, lorsque vous allez en Italie, vous vous rendez compte que certes, il y a fort heureusement, des associations pour s'occuper des victimes, parce que les victimes sont réelles. Moi, personnellement, j'ai amené à des adeptes à sortir de ce type de mouvement, donc je ne les remets absolument pas en cause. Mais vous avez également des chercheurs, vous avez également parfois des interrogations des membres du groupe. Prenons les témoins de Jéhovah. En Belgique, le centre, qui est l'équivalent de la Miviludes en Belgique, était sans arrêt interrogé sur les témoins de Jéhovah. Ils ont dit, bon, il faut qu'on fasse une fiche sur les témoins de Jéhovah. Ils ont fait cette fiche, mais figurez-vous qu'ils l'ont envoyée aux témoins de Jéhovah pour leur dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette fiche? Les témoins de Jéhovah ont répondu, bon ben voilà, ça d'accord, ça d'accord, ça d'accord, ça je suis pas d'accord. Il y a certaines choses, ils ont admis que les témoins de Jéhovah avaient peut-être raison. Certaines choses, ils ont admis que les témoins de Jéhovah se fichaient d'eux. Et ils ont donc fait leur fiche et en dessous, ils ont marqué cette relation qu'ils avaient eue avec les témoins de Jéhovah et le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec la conclusion des témoins de Jéhovah. Catherine Picard. Dans le même sens, lorsqu'il y a commission d'enquête parlementaire, on auditionne, bien entendu, les mouvements sectaires, puisque c'est de ça dont il s'agit. On auditionne les mouvements sectaires. Et qu'est-ce qui s'est passé, particulièrement dans la commission sur les sectes et l'argent? Certains mouvements sectaires, que je ne vais pas nommer, pour être beaucoup plus précise, je vais rester vague, ont fait déverser dans la cour de l'Assemblée nationale à peu près 30 à 40 kilos de documents totalement inexploitables pour noyer le poisson. Donc on voit bien qu'il y a un moment, on est réellement
non pas sur un délit de contenu, on n'est pas sur un délit qui toucherait à la liberté de conscience. La notion du religieux n'est pas à mettre en cause, parce que je voudrais qu'on me montre dans ce que l'on vient de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de part de religion dans cette histoire-là. Et puis, par ailleurs, il y a quand même une morale laïque, d'une part. Et de ce fait, on est sur le travail du délit, le repérage du délit. Et on peut concevoir quand même que ce que l'on vient de voir porte atteinte d'une manière ou d'une autre à l'ordre public, parce qu'il y a réellement des... Pour le coup, personne ne répond. Georges Fenech, vous restez silencieux depuis tout à l'heure. Vous êtes désolé de ce que vous entendez ou vous préparez la riposte? Je préparais la riposte, bien sûr. Non, je crois que dans une société, il y a place pour tout le monde. Je pense qu'il y a la place pour une anthropologue tout à fait avertie de ce sujet, Nathalie Lucas, pour le professeur Liogier, qui est un excellent professeur à l'IEP d'Aix-en-Provence. Et ils ont le droit, et c'est normal, et c'est souhaitable, de réfléchir, d'émettre des avis, de dire ce qu'est une secte ou pas une secte, ou si on peut le dire, si on ne peut pas le dire. Ça, je dirais, c'est le travail des théoriciens, c'est le travail des enseignants, des chercheurs. Moi, j'ai une autre mission qui n'est pas la leur. Je suis désolé de les décevoir. Je ne suis pas aussi intelligent et brillant qu'eux en matière universitaire ou de recherche. Moi, le président de la République m'a nommé à la présidence de cette mission gouvernementale interministérielle. Je travaille sous la tutelle de François Fillon et j'ai autour de moi tous les représentants de tous les ministères concernés. Justice, éducation nationale, santé. Mon seul travail à moi, c'est pas de faire des études universitaires, c'est de dénoncer ce qui trouble l'ordre public, ce qui est une infraction à la loi, ce qui est un danger pour la santé publique, de le dénoncer, d'être vigilant et de lutter contre tout ce qui est contraire aux intérêts des individus et de notre société. Que chacun fasse son travail. Vous pouvez critiquer la Miviludes comme vous venez de le faire. C'est votre droit. Et heureusement, nous sommes Toute la question, c'est comment le faire avec le plus d'efficacité. C'est cette question-là qui est posée. C'est-à-dire que ce qu'on comprend en gros, c'est qu'il y a un reproche de globalisation de tous ces mouvements, de stigmatisation de tous ces mouvements. Vous voulez que je vous dise? Hier, j'ai fait un déplacement dans un département. Et je suis allé dans une communauté qui se revendique du catholicisme, où j'ai constaté des dérives sectaires. Et je les ai dénoncés au préfet. Il n'y a aucune religion, aucune organisation qui soit exemptée de respecter la loi française. Donc le domaine de la religion n'est pas le mien. Je constate qu'il y a des communautés qui commettent des dérives sectaires qui peuvent être susceptibles de causer des dommages. J'y vais. Et j'ai bien l'intention d'y aller. Et j'irai au moins dans tous les départements, dans le cadre de ma mission, pour aller constater de visu ce qui se passe. Je voudrais qu'on conclue en vous demandant à chacun d'entre vous brièvement si, d'après vous, le danger, non pas des sectes, mais des dérives sectaires, est en augmentation ou pas en France. Georges Fenech. Il est là, permanent, tous les jours, avec de nouvelles organisations qui apparaissent. Il faut véritablement qu'on maintienne cette vigilance. Oui. Catherine Picard. Un grand travail de prévention à faire, parce que les mouvements et la parcellisation de ces mouvements gagnent tous les champs de la société et surtout répondent de manière, en escroquant les gens, à des vraies demandes. Donc il y a un gros travail de prévention à faire avec les pouvoirs publics particulièrement. Raphaël Liogier. Moi je crois que nous sommes dans une période de grande transformation du point de vue des croyances et des valeurs, et effectivement du coup il y a une plus grande diffusion des dérives possibles. Il y a plus de dérives possibles. Nathalie Lucas. Je suis tout à fait d'accord, il y a beaucoup de dérives possibles, et si la Miviludes se contente effectivement, comme le dit M. Fenech, de se centrer sur les dérives, eh bien nous sommes sur la bonne voie. Eh bien, voilà des points communs. Nicolas Jacquet, un mot de conclusion, simplement sur ce débat, et sur ce sentiment, simplement, de ce que vous sentez autour de vous, vous qui êtes peut-être particulièrement en éveil sur ce sujet, sur le risque. Je dirais vigilance, parce qu'en ce moment nous sommes en période de crise, c'est un immonde de choix pour les mouvements sectaires. Les gens ont peur, les gens se replient, et se replient sur le spirituel lorsque les valeurs qui font notre société sont en train de s'écrouler. Donc en ce moment je dis aux gens, vigilance, on est dans une période où tous les mouvements sectaires vont être sur la brèche pour pouvoir utiliser ça, pour pouvoir